À moins d'un mois des élections législatives du 23 septembre au Maroc, la compétition électorale prend une tournure particulièrement tendue au sein de la majorité gouvernementale. La bataille autour des investitures, les départs de certains élus du RNI notamment et les accusations de recrutement de candidats sortants ont ouvert une véritable guerre politique entre le PAM et le RNI. Tout est parti des propos tenus par Rachid Talbi Alami lors de la réunion du bureau politique du RNI, dont des extraits ont fuité sur les réseaux sociaux. Le PAM a rapidement réagi, rejetant les accusations portées contre lui et rappelant les mouvements d'élus observés avant les élections de 2021. Alors à cette polémique s'est ajoutée la prise de parole de Fatema Mansouri qui a évoqué la possibilité d'une présence du PAM dans l'opposition en cas de victoire du RNI. Derrière cette séquence politique et médiatique se pose donc une question: la majorité gouvernementale est-elle en train de vivre une bataille électorale classique ou assiste-t-on plutôt à une véritable rupture entre ses composantes? Alors pour contextualiser, déceler le vrai du faux et tenter de décortiquer les implications de cette guerre en quelque sorte entre le premier et le second parti au Parlement sortant, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Douayeb, analyste et consultant média. Bienvenue dans Midi Info. Bonjour, merci. Alors, je propose de revenir d'abord sur le point de départ. Que révèlent, selon vous, les propos de Rachid Talbi Alami sur l'état d'esprit qui règne aujourd'hui au sein du RNI à quelques semaines seulement du scrutin? Alors, peut-être pour contextualiser, là, les commentateurs politiques, en tout cas les journalistes, les médias, qui suivent de près un petit peu la vie politique, on se plaignait un petit peu de la morosité, un peu de cette pré-campagne électorale. On disait pas de débat sur les programmes, les idées. Là, on est franchement bien servi et de quelle manière? Parce que là, de mémoire de journaliste, je ne me souviens pas qu'un parti, en tout cas un grand parti, attaque directement, publiquement, un autre parti de tous les, je dirais, d'avoir tenté ou d'avoir recruté en tout cas son personnel politique, ses élus, voire même tenté de recruter un membre du bureau politique. Donc il le fait publiquement. C'est pour moi déjà un acte qu'il faut souligner. Et surtout qu'il le fait dans un communiqué de presse. Vous savez, un communiqué d'un parti, c'est un acte réfléchi, assumé. Donc, à partir de ce communiqué-là, on peut envisager beaucoup de questions sur comment le RNI, qui dirige aujourd'hui cette majorité gouvernementale, compte en tout cas enclencher sa bataille électorale. Et donc on a un faisceau aujourd'hui d'indices qui fait que, aujourd'hui, en tout cas de ma part, que cette campagne, en tout cas ces élections-là, vont être dominées de manière quasi totale par l'affrontement, je dirais, entre deux gros poids lourds, deux partenaires dans la majorité gouvernementale, deux machines électorales. La preuve, c'est les élections de 2021. Donc là, ces élections, pour moi, vont être vraiment être le terrain d'affrontement entre deux poids lourds électoraux, et on verra comment les choses vont se dérouler sur le terrain. Après, c'est vrai, vous citez l'audio attribué à une personnalité, aussi à une personnalité du bureau politique du RNI, qui a fait que c'est attaqué même à une autre personnalité une autre personnalité du PAN, une nouvelle recrue, pour le citer, Fawzi El Qja, qui... Alors précisément, on va développer sur ce qui s'est passé véritablement. Oui. Le président de la Chambre des représentants sortants évoque directement Fawzi El Qja. Pourquoi cette attaque particulièrement virulente, il faut le dire, intervient-elle maintenant? Est-ce simplement une bataille autour des candidatures ou traduit-elle une rivalité politique plus profonde?
C'est de bonne guerre, si j'ose dire, pour un petit peu simplifier, mais vous savez, les journalistes, en tout cas les médias qui ont l'habitude un petit peu d'un petit peu d'être dans les coulisses des Oui, réunions des partis politiques, vous savez, on n'emploie pas que les termes savants, ni, vous savez, on est dans une bataille électorale, donc si j'ose dire, toutes les armes sont en tout cas permises pour aller un petit peu pousser l'adversaire, enclencher une dynamique. C'est vrai que cet audio, on a beaucoup de choses à dire et à redire, notamment sur les propos, la façon qui a un petit peu heurté pas mal l'opinion publique. On le voit sur les réseaux, on le voit dans certains éditos. Mais vous savez, je le dis, je dirais le système politique, en tout cas, il est dominé par certaines logiques où parfois on ne se maîtrise pas, où on dit un petit peu ce qu'on pense avec des propos qui sont parfois provoquants, choquants. Mais c'est vrai encore en plus parce que l'événement que le Fawzi El-Qja rejoint le PAM est un événement politique qui a bien évidemment bousculé pas mal, je dirais, le paysage et en premier lieu le RNI qui dirige le gouvernement. Donc aujourd'hui, moi en tout cas la première réflexion que j'ai eue aujourd'hui, moi j'ai je dirais même si on se met sur un terrain purement de bataille électorale, aujourd'hui, le RNI est dans un mode d'attaque frontale de son partenaire. Ça veut dire que le RNI veut imposer son rythme, il veut être celui qui va dicter un petit peu je dirais, la conduite de la bataille électorale. Et donc, la réaction du PAM aujourd'hui fait que aujourd'hui, on va assister à un affrontement à tout point oui. de vue, aussi bien Mm, électoral, médiatique, sur deux poids lourds qui vont pas se laisser faire parce que les enjeux sont très, très, très importants pour ah ben oui. les deux parties. Bah oui, les enjeux sont évidemment très importants. Il s'agit des élections du 23 septembre. Alors, on va continuer de parler de cette confrontation ou de cet affrontement et on va voir s'il est véritablement politique ou simplement, j'ai envie de dire, cosmétique. Le bureau politique du RNI affirme avoir établi un lien entre certaines défections et le PAM. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que l'on passe d'une tension interne au RNI ou plutôt à une confrontation ouverte entre les deux partis de la majorité? Les enjeux sont différents là, justement. Non, je pense que c'est une confrontation. Vous savez, et là, peut-être parce que moi, ce que j'ai vu sur un peu les réseaux, un peu sur ce qui se Oui. dit, ce qui s'écrit dans la presse, on est un peu outré, on est choqué un petit peu par certaines, je dirais, initiatives. Vous savez, ce phénomène de transhumance ou de mercato politique, ce n'est pas une nouveauté. Dans tout système politique, il y a des logiques clientélistes. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas être naïf. Vous savez, les partis politiques, depuis des semaines et des mois, font un petit peu, pour reprendre l'expression d'un politologue marocain connu, ils font leur marché. Et là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ils procèdent à leurs dernières emplettes. Donc là, on est dans une confrontation électorale. Au-delà des crises internes de certains partis ou d'autres, là, on est en train de miser sur des profils qui sont, je dirais, censés ou ils ont la capacité, notamment les notables, pour gagner. Donc là, il s'agit de gagner une bataille électorale et au-delà des crises des uns et des autres, là, on est vraiment dans l'affrontement total. Et tout ça, on l'avait un petit peu, je dirais, on l'avait pressenti depuis déjà quelques semaines et on se disait que ces législatives, cette campagne législative sera dominée par ce duel qui ne fait Et que, je elle l'est. dirais, commenter que commencer entre deux poids lourds qui vont mobiliser des moyens très importants, notamment en termes de communication politique, en termes de médias, en termes d'influence, parce que le RNI a un bilan à défendre. Le PAM aussi, parce qu'il est aussi son partenaire. Mais là, le RNI, il se positionne plus comme défenseur d'un bilan. Le PAM prend un petit peu je dirais, ses distances et veut
ne parle pas beaucoup de bilan, mais essaye de provoquer aussi le RNI sur pas mal de sujets qui vont faire aussi un enjeu important de cette campagne, à savoir la moralisation de la vie politique et le conflit Alors des intérêts. parlons de cette moralisation de la vie politique, justement. Vous parlez de bilan, mais là, pour l'instant, il n'est pas vraiment question de bilan. Et je dirais, malheureusement d'ailleurs, pourquoi cette question des défections? On parle des défections ici. Est-elle devenue aussi sensible à quelques semaines du scrutin? Les investitures sont-elles le véritable champ de bataille de cette élection? Est-ce que le poids électoral des candidats sortants est recherché finalement avant tout dans cette élection? Et si oui, pourquoi? Oui, effectivement, parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, c'est une bataille électorale. Et aujourd'hui, peut-être pour avoir un peu de recul, il faut sortir un peu de l'axe, je dirais, un peu Casa, Rabat, les grandes villes. Il faut aller dans les territoires pour voir précisément comment le jeu électoral, en tout cas le jeu politique, fonctionne. Aujourd'hui, que ce soit les électeurs, aujourd'hui, si les électeurs que nous sommes aujourd'hui, on voit un petit peu comment ces partis agissent, comment ils se positionnent, sur quel sujet, je dirais, sur quel grand programme. Et aujourd'hui, les partis politiques doivent en tout cas miser sur, je dirais, des profils qui ont je dirais, toutes les chances, en tout cas, en termes de bilan ou autres, ou en termes de, je dirais, d'ancrage dans les territoires pour pouvoir gagner. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, je vais le dire de manière un peu trash, mais ce ne sont pas l'affrontement sur le terrain des idées ou des projets de société. Et là, on est sur une autre bataille, celle que les électeurs attendent, notamment dans les territoires, et comment ils peuvent bénéficier un petit peu si de la redistribution un petit peu des ressources quand en partie qu'ils représentent est au gouvernement. Donc la mécanique, elle est aussi pour moi simple. Donc on n'est pas dans le débat des idées, des grands projets. Là, on est sur des choses très concrètes, très pragmatiques, et au-delà de toute, je dirais, conception qu'on peut avoir moraliste un petit peu sur les agissements des uns ou des autres. On peut le faire, bien évidemment, c'est important, mais aujourd'hui, les partis, ils ont, en tout cas ceux qui sont déterminés à gagner, vont aller Ouais. surtout sur le recrutement, je dirais, le recrutement en tout cas des profils qui sont capables de les hisser D'accord. dans les meilleures positions. Et d'ailleurs, le fait que le PAM puisse coopter, ou en tout cas, on ne connaît pas un petit peu les conditions, comment M. Fawzi a rejoint le PAM, mais aujourd'hui, cet événement-là a ouvert l'horizon pour un autre, je dirais, pour un autre développement sur le paysage, je dirais, partisan et politique. On est loin du débat d'idées, comme vous dites, hein, Mohamed Douyeb, ça c'est clair. On parle transhumance, mercato, personnalité, recrutement. Alors, pour aller un peu plus loin sur cet épisode ou séquence politico-médiatique, comme on le dit, le PAM a répondu donc frontalement au RNI dans un communiqué, vous l'avez dit, où il affirme notamment que l'adhésion à un parti doit relever du libre choix et de la conviction et rejette toute accusation de pression ou de contrainte. Alors d'abord, comment interpréter la réponse du parti du tracteur ? Deuxième versant de ma question, le PAM retourne également l'accusation au RNI en rappelant qu'en 2021, le parti de la Colombe avait intégré plus de 17 parlementaires issus de 5 autres formations, dont 6 venant du PAM d'ailleurs. Alors est-ce qu'on peut réellement parler de transhumance ou de débauchage lorsque les règles elles-mêmes permettent à un élu de changer de formation entre deux législatures? Et après on parlera du débat d'idées parce que c'est quand même l'essentiel dans une élection. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est clair qu'il y a un cadre aujourd'hui, parce qu'il y a je dirais, l'équation n'est pas aussi facile à résoudre, parce qu'il y a l'adhésion politique, en tout cas le choix politique, et les garanties par la Constitution. Donc là, on peut pas. Mais c'est vrai qu'on a besoin de garde-fous, d'un cadre qui, en tout cas, puisse, tout en laissant, je dirais, la porte, je dirais, la liberté, voilà, aux
individus, qu'ils soient élus ou pas, d'être dans le jeu politique, de pouvoir le faire de manière libre. Mais il faut des garde-fous. Je pense que là aussi, c'est un enjeu sur lequel peut-être le prochain gouvernement pourrait aussi, entre autres, travailler. Et surtout cette charte, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une majorité gouvernementale, il y a une charte et qui un petit peu fixe un petit peu les règles. Mais on est loin aujourd'hui d'un cadre qui, je dirais, limite de manière un peu je dirais, correcte, si j'ose dire, cette transhumance politique qui range un petit peu le système politique marocain, qui devient même un phénomène qui devient, je dirais, dangereux et inquiétant, et qui ouvre la voie à toutes les, je dirais, les pratiques les plus malsaines, les plus même dangereuses. Donc là, il y a un vrai sujet pour moi. Après, sur la réponse du PAM, franchement, moi, je m'attendais à une réaction beaucoup plus musclée. Je trouve que quand même le PAM est resté un peu élégant dans sa réponse. La preuve, il ne mentionne à aucun moment l'audio, un petit peu, ne serait-ce que de manière un peu suggestive. Cet audio de Rachid Talbi Alami qui attaque leur nouvelle recrue, leur nouvelle star, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il répond de manière un peu plus, je dirais, correcte en disant, voilà, vous n'êtes pas en mesure de donner des leçons puisque vous êtes les premiers aussi parmi les partis qui débauchent dans d'autres partis. Et ça se justifie, c'est vrai que aussi le RNI a aussi sollicité, séduit d'autres élus, d'autres personnalités politiques pour le rejoindre. Donc c'est, encore une fois, c'est de bonne guerre. Quand il y a des échéances électorales, ben, les partis font leur marché, les profils, les élus qui ont une certaine, je dirais, un certain ancrage se remettent un petit peu en question dans le sens où ils doivent miser sur je dirais, le bon parti, c'est-à-dire celui qui est aligné peut-être, celui qui a le plus de chances de réussir. Donc on est vraiment dans le jeu Ouais. électoral pur et dur. Donc on n'est pas dans, comme je disais tout à l'heure, sur la partie, je Alors, dirais, des idées et des projets. exactement, précisément, on est dans un jeu pur politique, des investitures. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il justement du fond, des idées, du débat? Cette guerre des investitures, est-ce qu'elle ne révèle pas quelque part également une fragilité du modèle partisan au Maroc? Est-ce que lorsque les candidats changent de parti et que les partis se disputent finalement les mêmes profils, que reste-t-il aujourd'hui de l'identité politique au Maroc, du militantisme et, j'ai envie de vous dire, surtout et aussi des programmes, des Oui. idées qui intéressent au premier chef les citoyens et les citoyennes marocaines? Alors là, ce sont les politologues, en tout cas, qui doivent vraiment s'exprimer sur cette question qui est pour moi vitale. Oui, 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 qui est vitale, mais c'est vrai que la presse, les médias ont aussi un rôle à jouer. Ils l'exercent selon, en tout cas, les conditions, selon l'accès de l'information qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais mettre ça aussi en relief. Aujourd'hui, même en termes d'accès, je dirais, à de l'information, je dirais, de première main ou auprès des partis, c'est très difficile pour connaître un petit peu ce qui se passe. Après, quand on a des fuites, c'est vrai que ça donne, je dirais, l'impression que c'est un événement. Alors, en termes de rareté d'information, quand il y a une information qui sort, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais c'est vrai que pour les électeurs aujourd'hui, qu'attendent les électeurs? Ben évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, je le disais, l'un des enjeux, à part évidemment la moralisation de la vie politique, c'est aussi le taux d'adhésion le taux de participation, pardon. Et là, on part déjà avec un certain, je dirais, avec un certain retard, parce que déjà le taux de participation de 2021, des législatives 2021, n'était pas à la hauteur en tout cas des ambitions du pays. Donc là, l'électeur, quand il voit ce mouvement, ce mercato qui se répète à chaque fois, que ce soit les élections législatives, locales ou communales, qu'est-ce qu'il peut retenir, sachant que derrière, il n'y a pas de, je dirais, d'explication, il n'y a pas de pédagogie par rapport à ces questions-là, il n'y a pas, je dirais, de vis-à-vis je dirais, par rapport aux partis
politique, il n'y a pas de communication qui mettent un petit peu les points sur les i. Donc, du coup, les électeurs sont un petit peu perdus. Et donc, du coup, vu les enjeux aujourd'hui de ces élections, le gouvernement qui va un petit peu diriger un petit peu ce Maroc du cap, le Maroc 2030, là, c'est vrai que au sein de l'électeur, là, il y a souvent de l'insatisfaction, de la déception, de la frustration. Parce qu'en face, il n'y a pas de communication qui soit à la hauteur un petit peu des attentes des Merci. électeurs. Vous savez, vous le voyez comme moi, il faut regarder les réseaux, un petit Merci. peu les réseaux sociaux. Voilà, il Merci, faut regarder merci les réseaux sociaux infiniment. pour pouvoir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Mohamed Douayeb, d'avoir été l'invité de Midi Info et d'avoir répondu à nos questions sur cet épisode, sur cette séquence politico-médiatique. Donc, à quelques semaines des élections, je vous rappelle que vous êtes donc analyste et consultant média.